Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir d'être ici avec vous ce soir. Le MIFO, l'ACFO d'Ottawa, le regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale et Télévision Rogers sont ravis de vous accueillir ce soir pour le débat des candidats du quartier Innis, organisé dans le cadre des élections municipales qui se dérouleront le 22 octobre prochain. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir deux candidats, Mme Donna Leith Goodbranson et M. François Trépanier, qui tenaient à partager leurs idées avec la communauté francophone d'Orléans. Avec votre participation, nous avons développé une série de questions qui sont au cœur de vos préoccupations. Alors, je vais vous expliquer comment se déroulera le débat de ce soir. Nous allons débuter avec un mot de bienvenue de chaque candidat d'une durée de 3 minutes. Ensuite, nous passerons à la période de questions. Chaque candidat aura 30 secondes pour répondre à la question. L'autre candidat pourra aussi répondre pour 90 secondes. Et il y en aura un droit de réplique de 30 secondes. Chacun d'entre eux pourra avoir un droit de réplique, ce qui fera en sorte qu'on aura un débat. Ensuite, pour conclure, chaque candidat aura aussi, selon le temps qui nous reste, environ 2 minutes pour un mot de la fin. Tout se déroulera en français aujourd'hui. Maintenant, au tout début, nous nous sommes rencontrés, nous avons tiré au sort comment allait se dérouler la soirée. Alors, en fait de mots de bienvenue, nous allons commencer avec M. Trépanier et ensuite Mme Leith Goodbranson, et on va poursuivre comme ça tout au long avec les questions. Alors, messieurs, mesdames, bon débat. Nous allons débuter avec le mot d'introduction et M. François Trépanier. Merci, Catherine. Alors, bonsoir à vous tous de notre communauté. Vous me connaissez ou pas, je suis François Trépanier. J'étais candidat dans le quartier Innis il y a 4 ans et je suis toujours là en valorisant et en favorisant la promotion du français dans l'est de la ville d'Ottawa, comme je l'ai fait au cours des 4 dernières années. Le quartier Innis est l'endroit où notre famille a élu domicile. Je suis fier d'être francophone et de faire partie d'un quartier composé de 35 de francophones. Au cours de ma carrière de militaire, j'ai eu l'opportunité d'habiter dans 6 provinces canadiennes, dont 5 à majorité anglophone. Vous savez, tout comme moi, à quel point c'est plaisant de se faire servir en français dans les restaurants, les magasins, ici à Orléans. Je connais le défi d'obtenir des services en français, les défis que le français rencontre aux garderies, aux écoles et sans oublier la simple reconnaissance du fait français en Ontario et plus précisément ici à Ottawa. J'ai siégé pendant plus de 11 ans sur les conseils de 5 écoles différentes et j'ai également siégé comme conseiller scolaire en Alberta, dans un milieu où le français est minoritaire. Nous avons réussi tout de même à accroître la fréquentation de nos écoles francophones au point de prendre l'expansion et d'ouvrir une nouvelle école francophone à Plamondon, en Alberta, en milieu minoritaire. Notre équipe est dédiée à l'égalité et le respect des 2 langues officielles. Tout notre matériel de campagne est disponible dans les 2 langues. Notre site Web est offert en français et en anglais, en toute équité et dans le respect des 2 langues officielles. La transparence, l'intégrité, l'équité sont des valeurs primordiales et des principes que j'observe et qui guident ma vie et mes décisions. Mes positions sont franches et notre plateforme est bien expliquée sur notre site Web. Je supportais Ottawa Ville bilingue en 2014 et je suis heureux que le gouvernement de l'Ontario en a fait une proposition acceptée. Je m'engage à développer l'infrastructure de notre quartier, à bâtir de bonnes relations avec chaque élu et à travailler de pair avec des gens d'affaires d'ici et d'ailleurs pour favoriser des bons emplois dans notre région. Je m'engage à faire la promotion de notre quartier auprès d'entreprises d'ici et d'ailleurs qui cherchent à prendre de l'expansion et leur faire part de ce que l'Est d'Ottawa leur offre, soit une main-d'œuvre plus éduquée, la plus éduquée de la ville d'Ottawa par capita, notre accès direct au réseau routier, notre proximité de l'aéroport et bientôt du train léger qui sera à notre porte. Comme dernier engagement et non le moindre, je vais m'assurer que les résidents du quartier, nos enfants, nos aînés et vous tous soyez en sécurité dans nos rues et nos endroits publics. Je suis un militaire qui a pris sa retraite il y a 3 ans après une carrière réussie de 28 ans. Au-delà de 20 années d'expérience comme gestionnaire, une éducation plus que solide avec 3 degrés universitaires, je pense que je n'ai pas vraiment besoin de le dire, je suis aussi parfait bilingue. Je suis marié, père de famille, impliqué dans la communauté depuis toujours et je suis aussi maintenant un entrepreneur depuis 3 années, ce qui fait de moi un membre du milieu des affaires qui comprend les enjeux et les défis des entrepreneurs de l'Est d'Ottawa. En terminant, je vous invite à visiter mon site Web à françoistrépanier.ca. Merci de votre écoute. Merci, M. Trépanier. À votre tour, Mme Donna Leith Goodbranson. Merci. Bonsoir, Mesdames et Messieurs.
Merci infiniment au MIFO, l'ACFO d'Ottawa, la RGA et TV Rogers d'avoir organisé ce débat, nous permettant ainsi de faire valoir nos priorités aux résidents du quartier d'Ennis. Alors, qui suis-je? Je suis une fière franco-ontarienne, née à Toronto, élevée à Montréal, et puis résidente du quartier Ennis depuis 25 ans et résidente d'Ottawa depuis 36 ans. Nous sommes une famille orléanaise très typique où je suis francophone et mon mari est anglophone. Mon mari et moi avons choisi d'aménager à Orléans en 1993 parce que nous tenions à ce que nos enfants aient la chance de vivre, de jouer et d'être éduqués dans un milieu francophone. Alors, nos 4 enfants ont fréquenté l'école préscolaire de Blackburn-Hamlet, l'école élémentaire publique Le Prélude et ensuite l'école secondaire publique Louis Riel. Et puis, quand mes 2 fils aînés qui ont commencé à jouer dans l'équipe de Kingston, du hockey junior majeur, j'ai insisté qu'il fallait qu'ils aient accès à une école francophone. Donc, ils ont joué à Kingston pendant 2 ans de temps. Je suis très fière de mon historique d'engagement à Orléans dans les rôles de présidente du conseil d'école à l'école élémentaire publique Le Prélude pendant 10 ans et vice-présidente de l'association communautaire de Chapel Hill Sud pendant 7 ans, ensuite présidente pendant 3 ans, les 3 dernières années. J'ai pris un recul à la fin d'avril cette année afin de me présenter à l'élection municipale. Donc, j'ai été aussi membre du conseil administratif des Amis de la Mer Bleue. Donc, j'ai été très impliquée dans la communauté. J'ai aussi organisé plusieurs levées de fonds pour la Société canadienne du sang et j'ai été porte-parole pour plusieurs organisations, entre autres CHIO et la Fondation Rêve d'enfants. Ce qui me distingue dans cette élection, c'est l'expérience que j'ai à l'hôtel de ville au service des résidents. En 2003, j'ai géré la campagne du conseiller Rainer Bloes, qui m'a ensuite offert un poste dans son bureau. Et puis, j'ai eu l'honneur de travailler avec lui pendant 6 ans de temps et à répondre aux besoins des résidents, à travailler sur les dossiers d'urbanisme, de développement dans le quartier Ennis et à collaborer avec les gens d'affaires, les associations communautaires et les groupes de services. J'ai aussi travaillé pendant 6 mois récemment avec le conseiller Tim Tierney. Alors, pourquoi est-ce que je me présente? J'ai été bénévole, j'ai travaillé dans 2 cabinets de conseillers municipaux pour près de 6 ans et demi. J'ai eu la chance de participer et contribuer à la réalisation de plusieurs projets dans notre communauté à travers les années. Et ce que je souhaite faire maintenant est d'aller plus loin et apporter cet engagement, cette énergie à la table de conseil. Mes engagements, donc, j'ai acquis énormément d'expérience à l'hôtel de ville du côté politique et j'ai pu ainsi constater la différence qu'un conseiller attentif et engagé peut faire. Donc, je m'engage à être à l'écoute, à répondre rapidement à vos besoins, et ce, en français autant qu'en anglais, et assurer une consultation communautaire efficace et à utiliser vos impôts à bon escient. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la période de questions. La première question, nous allons suivre l'ordre, s'adresse à M. Trépanier. On parle d'économie, vous avez 90 secondes. Quel est votre plan pour le développement économique de l'Est d'Ottawa? Il semble que les projets de développement économique favorisent beaucoup plus le secteur ouest d'Ottawa. Merci, Catherine. Économie. Voilà pourquoi on a besoin d'une voix forte pour représenter le quartier Ennis au Conseil de ville. Je suis en affaires depuis 3 ans et dans mon domaine, la formation, il n'y a aucun client potentiel dans l'Est, alors je suis bien au courant de la situation. Il faut aller ailleurs, dans les maritimes, à Toronto, dans l'Ouest, et rencontrer des gens d'affaires, trouver ceux qui sont en expansion, leur faire part de notre population, de ce qu'on peut leur offrir, du plus haut taux d'éducation à Ottawa, de notre main-d'œuvre qualifiée, notre proximité au transport, au train léger qui s'en vient, notre proximité aux autoroutes, notre proximité à l'aéroport, notre proximité des marchés tels que Montréal, Québec et Toronto, ainsi que des maritimes, et arriver à les attirer vers Orléans. Je suis le seul candidat membre de la Chambre de commerce et je suis rotarien. Je peux utiliser ces 2 véhicules pour rencontrer les entrepreneurs et les convaincre de faire expansion ici. Quand on connaîtra leurs besoins, on sera en mesure de mettre l'infrastructure en place qui rencontre leurs besoins. Il faut arrêter d'en discuter localement et agir en se rendant pour rencontrer des investisseurs potentiels là où ils le sont. Merci beaucoup. Madame Lise Goodbranson. C'est vrai que dans le passé, les projets de développement économique favorisaient beaucoup le secteur ouest d'Ottawa.
mais il semble enfin y avoir un changement dans la direction du vent. Donc, mon plan pour le développement économique de l'Est d'Ottawa comprend 3 volets. Au départ, la revitalisation du boulevard Saint-Joseph avec l'arrivée du train léger rapide jusqu'à Trim Road en 2022. Ça, c'est énorme. Il va y avoir un découlement sur le boulevard Saint-Joseph qui est formidable. Alors, il faut en profiter. Aussi, j'aimerais créer la création d'un pôle d'emploi du gouvernement fédéral à Orléans. Ça, c'est travailler de pair avec la nouvelle Chambre de commerce d'Ottawa, à laquelle la Chambre de commerce d'Orléans s'est jointe tout dernièrement. Alors, c'est une priorité pour eux d'amener ce pôle d'emploi du gouvernement fédéral à Orléans. Et ainsi aussi la création d'un noyau de télétravail qui permettra aux entrepreneurs et aux employés qui travaillent à domicile, où la plupart sont à Starbucks, rendus à 3 heures de l'après-midi, de travailler à distance dans un milieu propice en évitant la navette au centre-ville. Alors, ce sont les trois volets de mon plan économique. Merci beaucoup. Alors, M. Trépanier, est-ce que vous souhaitez un moment de réplique? C'est beau? Pas pour moi. Parfait. Nous allons passer. C'est trop gentil, oui, là. On est très Je ne suis pas pour lui voler ses idées. Elle donne ses propres idées, j'ai les miennes, puis on va laisser le soin aux gens de décider qui représente la C'est beau. Attends, on arrive à question 2 uniquement, là. Alors, on parle d'infrastructure cette fois. Cette question s'adresse maintenant à vous, Mme Leith-Gudbranson. Le MIFO entamera un important projet de construction afin de construire un nouvel édifice pour remplacer celui de la rue Carrière, qui est vieillissant et qui doit être revitalisé afin de mieux répondre aux besoins de la communauté. De quelle façon comptez-vous appuyer le projet du MIFO? Vous avez 90 secondes. Merci. Je suis très fière d'avoir le MIFO, une ressource artistique, culturelle et de loisirs par excellence dans le quartier Innis. Nous sommes vraiment choyés d'avoir ça ici dans notre quartier. Ce projet de construction est impératif afin de répondre aux besoins de la communauté francophone croissante qu'elle dessert. Donc, ce nouvel édifice, avec toutes les activités prévues d'art, de culture et de loisirs, etc., mérite d'être une destination pour tous les francophones de l'Est d'Ottawa. Oui. Je ferai tout ce que je peux faire pour collaborer avec les autres niveaux de gouvernement et le secteur privé pour assurer que le financement soit disponible pour faire de cette vision importante une réalité. Comme vous le savez peut-être, évidemment, le gouvernement du jour libéral avait promis 4,2 millions de dollars pour cet investissement. Et puis maintenant, avec le nouveau gouvernement conservateur, c'est un peu en l'air. Donc, très important d'avoir quelqu'un qui est fort de caractère, qui peut aller chercher ces sous-là. Merci. Monsieur Trépanier, 90 secondes. Merci. Premièrement, je suis membre du MIFO, alors j'ai ma carte privilège ici avec moi pour le prouver. Nos enfants ont bénéficié du service de garde des camps et des camps d'été en français du MIFO. Alors, je sais que le MIFO remplit un besoin. MIFO, c'est 40 ans à promouvoir la culture francophone qui contribue à l'épanouissement du français dans l'est de la ville. Le MIFO fait la promotion des arts, de la culture, via les activités et des ateliers, et ils remplissent un besoin présent. Il est tout à fait normal, comme conseiller du quartier, que je soutienne un tel projet. Ce projet d'agrandissement de 14 millions de dollars, dont 4,2 millions ont été promis par la province et seulement 529 000 de la Ville d'Ottawa, qui représente 3,7 % du projet total. Ce projet augmentera la superficie du MIFO de 14 000 pieds carrés à 40 000 pieds carrés. Alors, on parle de quasiment 3 fois plus grand l'espace. MIFO a connu une croissance de 187 % en 10 ans. A augmenté son budget de 50 % en 5 ans. Alors, le MIFO, on peut vous dire que c'est bien géré. Le projet commencera au printemps 2019 si les fonds publics sont confirmés. Puis ça, on se croise les doigts. MIFO, c'est aussi 300 employés et 33 000 utilisateurs. C'est un des plus grands organismes francophones de l'Ontario, alors il est tout à fait normal pour moi de soutenir un tel projet. J'aimerais aussi rajouter MIFO devra, selon moi, devenir un modèle pour les autres communautés francophones dans la Ville d'Ottawa. Merci beaucoup. Madame Leith-Gudbranson, vous avez droit à une réplique, c'est beau? Oui, c'est parfait. Nous allons passer maintenant à la question 3, agriculture. Si vous êtes élu, M. Trépanier, comment comptez-vous soutenir le milieu artistique et culturel de la francophonie ottavienne? Bien, mon épouse et moi,
nous avons depuis toujours, pas juste ici à Orléans, mais toutes les autres communautés dans lesquelles on a habité à travers nos carrières militaires, on a toujours supporté les artistes locaux, que ce soit en art visuel, en peinture, en poterie, en spectac. Si vous venez chez nous, je vais vous en montrer des tableaux qui ont été faits ailleurs, qu'on a ramassés au cours de nos postings ou de nos affectations. Nous prenons part aussi au Gala annuel Artinis et nous allons continuer certainement à soutenir le milieu artistique dans la Ville d'Ottawa. Pour ce qui est de la Ville d'Ottawa, je crois qu'au niveau du Conseil de Ville, il y a un besoin pour un comité ou un sous-comité qui pourrait s'intéresser au soutien des artistes de la Ville et à continuer à offrir des salles pour pouvoir partager leurs œuvres, soit des salles d'exposition ou des salles de scène. Je dois vous rappeler aussi que je suis membre du Conseil de la gestion du Vintage Stock Theatre, VST, qui est une troupe de théâtre amateur qui joue des pièces originales écrites par des artistes locaux. Alors, je ne fais pas juste le dire, je le fais. Comme élu, je vais continuer à participer aux activités mises en place par le milieu artistique et continuer à faire la promotion de la culture de la francophonie ottavienne. Merci beaucoup. Madame Lise Goodbranson? Alors, nous sommes vraiment choyés dans la communauté d'Orléans d'avoir les bijoux tels que le MIFO et le Centre Shankman, où nos artistes francophones peuvent s'épanouir à travers les arts de la culture tout en améliorant leur connaissance du patrimoine local. Donc, élu le 22 octobre, je m'engagerai à appuyer de tout cœur les initiatives du MIFO et du Centre Shankman. J'encouragerai aussi des connexions et des partenariats avec d'autres institutions telles que le Rendez-vous des aînés francophones d'Orléans, où il y a plein d'œuvres d'art sur les murs, la boîte théâtre, ainsi que des écoles francophones de la région. Par exemple, un portail artistique pour les arts visuels pourrait servir non seulement pour exposer la culture de nos artistes francophones, mais aussi pour mettre en valeur l'art de nos jeunes artistes des écoles francophones du quartier. Et n'oublions pas la SFOSFO, qui fait revivre l'histoire et la culture franco-ontarienne avec son projet des plaques historiques, ses histoires dans l'Orléanais, ses chroniques historiques et éducatives des rues, des parcs, de salles et d'écoles. Ce sont des œuvres d'art en eux-mêmes, si vous les avez lues sur le chemin Saint-Joseph, le boulevard Saint-Joseph, sont vraiment extraordinaires. Et ailleurs d'ici, d'ailleurs, devant le MIFO. Merci beaucoup. Ça va, M. Trépanier? Oui, bien, je vais juste rajouter, je sais que la SOFO avait un projet, ou l'ont peut-être encore, pour faire une plaque commémorative du parc Carrière, qui est juste au côté de la rue, qui a été nommée pour la famille Carrière, qui était une des familles originales d'Orléans. Puis quand ils sont allés voir un conseiller, le conseiller du temps, il a refusé de payer pour cette plaque-là avec l'argent de la ville parce qu'il n'envoyait pas le bénéfice. Alors, voilà une des raisons pour lesquelles on se doit d'élire un conseiller qui peut au moins parler français ou une conseillère qui peut parler français. Ça, c'est un des exemples où ça devient vraiment bénéfique. Madame Lise Goodbranson? Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. D'accord. La version conseiller, c'est ça? L'autre version. D'accord. On passe maintenant à la question 4. Cette fois-ci, je m'adresse en premier temps à Mme Lise Goodbranson. On parle d'aînés et d'économie. Il existe une iniquité dans le financement des centres francophones pour personnes de 50 ans et plus par rapport aux centres anglophones. Est-ce que répondre aux besoins des personnes de 50 ans et plus est une priorité pour vous? Et quelles mesures prendrez-vous pour rétablir l'équité au niveau du financement? Puisque j'ai 50 ans et plus, oui, j'y tiens énormément. Donc, le 27 juin qui vient de passer, j'ai eu l'occasion de participer à une discussion communautaire sur le plan relatif aux personnes âgées 2019-2022, organisée par la Ville d'Ottawa. J'étais la seule candidate qui était présente cette journée-là. Donc, une cinquantaine de personnes francophones, 50 ans et plus, ont participé à cette rencontre fort intéressante qui a eu lieu au RAFO sur le chemin Naven. Nous avons discuté de maintes sujets, y compris le transport et la mobilité, le rôle des services sociaux, le logement abordable pour aînés, ainsi de suite. Mais je vous assure que les discussions lors des tables rondes étaient chaudes, en particulier en ce qui a trait à l'équité au niveau des subventions et du financement envers les centres francophones pour personnes de 50 ans et plus par rapport aux centres anglophones. Tout le monde se demandait sur quoi les subventions étaient basées, pourquoi il existait une telle disparité. La conclusion était que la question méritait une étude en soi. Donc, candidate élue le 22 octobre, je m'engage à entamer une telle étude pour comprendre pourquoi la disparité existe en premier lieu
Et deuxièmement, comment rétablir l'équité au niveau du financement. Merci beaucoup. Monsieur Trépanier. J'ai moi aussi plus que 50 ans. J'ai 52. Mais je peux vous dire que quand je visite les centres francophones, je vois les personnes beaucoup plus âgées que moi. Pour moi, par contre, les jeunes sont notre futur. Je crois qu'on devrait mettre plus d'emphase sur la jeunesse, s'assurer qu'on a une bonne base d'activité francophone en français. Je sais que les aînés me disent qu'ils sont concernés par leur futur envers deux aspects. Un, c'est le soin de santé quand ils vieillissent, s'assurer qu'ils reçoivent les soins nécessaires et préférablement à domicile. Et en deuxième, ils sont aussi concernés au sujet des logements abordables adaptés à leurs besoins. On sait que les résidences pour retraités coûtent très cher. Alors, on doit explorer comment on peut créer des logements abordables adaptés aux besoins de notre population vieillante. Les gens me le disent aux portes, ils veulent vendre leur maison, réduire la taille de leur propriété et ils veulent rester dans le quartier. Alors, il faut développer des solutions pour subvenir à leurs besoins. Merci beaucoup. Souhaitez-vous une réplique? C'est beau. On passe à la prochaine question. On parle cette fois de bilinguisme. Je vais m'adresser à M. Trépanier en premier. Quelles mesures prendrez-vous pour assurer la croissance de la population francophone à Orléans? Ouais, je crois qu'il y a une période durant laquelle la population francophone d'Orléans était en décroissance et on me dit que récemment, ça devient un petit peu plus stable. Je crois qu'elle va s'accroître dans les années proches. Je parle à beaucoup de développeurs, puis on sait qu'il y a beaucoup de développements qui se font, surtout dans le quartier Bradley Estate, Trails Edge, puis quasiment partout au sud de Nice. Et on me dit que beaucoup d'acheteurs viennent du Québec. Ils veulent que leurs enfants grandissent dans un milieu francophone, mais en Ontario, et où ils considèrent qu'ils peuvent offrir un meilleur rythme de vie qu'au Québec. Alors, ça va aider naturellement à croître la population francophone. Il faut continuer quand même à faire la promotion du français. Il faut magasiner aux endroits qui offrent des services en français. Il faut visiter les restaurants qui nous servent en français. Il faut participer aux activités francophones et continuer à envoyer nos enfants à l'école francophone. J'appuyais Ottawa-Ville bilingue en 2014 et je le fais toujours. C'est en continuant à évoluer en français et en exigeant des services en français qu'on va tous ensemble s'assurer que le français va continuer de s'accroître. Il n'en tient pas juste aux conseillers, mais à toutes les organisations, comme les individus, à faire notre travail, s'assurer d'élire un francophone qui sera présent à l'Hôtel de Ville et dans les rencontres pour que nos conseillers puissent échanger avec tous en français, communiquer en français et faire la promotion du français à tous les niveaux. Merci. Madame Goodbranson. Je vais simplement commencer par dire que je suis tout à fait d'accord avec le dernier point qu'il apporte qui a trait aux conseillers français à la table. Il y en a très peu à la table à l'heure actuelle. Donc, moi, il faut créer, d'après moi, il faut créer un environnement accueillant pour les jeunes familles francophones en faisant la promotion des écoles francophones et la disponibilité des services récréatifs en français, ainsi que nos centres culturels et artistiques tels que le MIFO. En plus de fréquenter des restaurants, des services français, je pense qu'il faut aussi encourager les commerçants à assurer qu'ils offrent leurs services en français. Parce qu'il y a certains services qui sont plutôt anglophones qui, avec un petit peu d'encouragement, s'en viendraient peut-être et qui offriraient plus de services. Et aussi, dans le cadre des programmes des nouveaux arrivants à Ottawa, on doit travailler de plus près avec les autorités provinciaux et fédéraux pour insister qu'une plus grande proportion des nouveaux arrivants que nous accueillons dans l'Est d'Ottawa soient spécifiquement francophones. C'est quelque chose qu'on pourrait demander. Merci. Monsieur Trépanier, droit de réplique? Non, j'ai juste souligné le fait que les enfants de Donna et mes enfants ont tous fait leur éducation en français, ce qui est assez spécial, je crois. Je pense. Je veux juste le souligner. Merci bien. Cette fois, nous allons passer à la question 6. On parle loisirs. Alors, pour Mme Leith Goodbranson, comment entendez-vous collaborer avec les différents organismes communautaires afin d'augmenter l'offre de programmes de loisirs en français? Et quelles mesures seront nécessaires, selon vous, pour y arriver? Donc, je commencerai avec des partenariats encore avec les écoles francophones. Comme François l'a dit, ça commence avec les jeunes et leurs programmes après-scolaires que nous savons offriront une programmation en français. Ensuite, il serait important de clairement communiquer aux organismes communautaires qu'il y a un besoin d'offrir de la programmation en français. Il serait bon aussi d'encourager les parents bénévoles de parler en français entre eux, parce que trop souvent,
on finit par jaser en anglais. Donc, les enfants, c'est ce qu'ils voient et ce qu'ils apprennent à faire. En ce qui a trait aux services récréatifs, on doit assurer, par exemple, que les entraîneurs, que les coachs des équipes sportives soient francophones pour permettre aux enfants, aux jeunes d'apprendre et de jouer avec leurs coéquipiers en français. Encore une fois, trop souvent, quand il y en a un qui commence à parler en anglais, bon, voilà, que tout le monde commence à parler en anglais. Donc, vraiment, c'est une question de leadership, de communication et de mentorat. Merci. Monsieur Trépanier, 90 secondes. Oui. L'offre des programmes en français devrait suivre la demande, ça c'est certain. Et si la demande grandit, la Ville devra, selon moi, ajuster son soutien financier pour rencontrer la demande. En termes de mesures, selon moi encore, c'est aux différents organismes d'établir leurs besoins. Ça, ce n'est pas à la Ville de dicter, ce serait aux organismes d'établir leurs besoins. Et en tant que conseiller municipal, c'est certain que je ferai toute ma collaboration possible aux différents organismes, y inclus ceux de la Ville. Il faut s'assurer que les services de la petite enfance soient disponibles. C'est tellement primordial, comme tu l'as mentionné. Que ce soit des services de gardiennage, de sport ou de loisirs. Je crois qu'il faut mettre l'emphase sur les enfants et la jeunesse, offrir des programmes en français qui rencontrent leurs besoins. Alors, je m'engage à collaborer avec les organismes communautaires et municipaux à explorer comment on peut assurer les services couramment offerts et d'augmenter l'offre pour que l'offre des services en français rencontre les besoins des résidents. Merci. Droit de réplique? C'est beau. Merci. Passons à la prochaine question. Cette fois-ci, on s'attarde au transport. Monsieur Trépanier, les frais de transport à Ottawa sont parmi les plus élevés au pays. Le Conseil municipal d'Ottawa demande plus de financement de la province afin d'assurer une tarification accessible. En demandant l'établissement de l'Équipass, la Ville a indiqué que les tarifs diminueraient si la province s'engageait à contribuer. Alors, comptez-vous faire des démarches afin d'augmenter le financement de la province pour les fonds opérationnels du transport en commun pour Ottawa? Oui, ça, c'est difficile à répondre. Parce qu'on vient d'avoir un changement de gouvernement, puis ce gouvernement-là n'a pas l'air à s'enligner pour offrir plus de soutien en transport en commun. Alors, l'Équipass, oui. Certainement, avec ou sans le soutien du gouvernement provincial, je crois qu'Aussi Transpo devrait être en position d'offrir des tarifs réduits pour les personnes à faible revenu qui sont admissibles. Moitié prix, carte Presto gratuite, il y a plusieurs options qui sont à considérer. Il est certain que j'entends soutenir l'initiative de l'Équipass, peu importe la position du gouvernement provincial. On se doit de faire la promotion du service de transport en commun à tous les niveaux. On se doit de trouver des solutions au prix du transport en commun. Il m'en coûte 3,50 $ par voyage pour aller au centre-ville, 7 $ aller-retour. C'est un des transports en commun les plus dispendieux au Canada. Alors, Équipass, oui, mais il faut aussi étudier l'ensemble des coûts du transport en commun, les coûts de passage et les coûts d'exploitation du service. Je crois qu'Aussi Transpo peut faire mieux. On peut toujours faire mieux. Merci beaucoup. Madame Lise Gutbranson. Je suis d'accord avec François en ce qui a trait au pass pour hebdomadaire. C'est évidemment, c'est très cher. Mais pour les passes mensuelles, j'étais ici hier soir pour écouter le débat pour les candidats de Cumberland. Et le conseiller Stephen Blais, il incitait que les frais de transport à Ottawa ne sont pas les plus élevés au pays. Il a donné comme exemple les prix des passes mensuelles à Ottawa étaient de 116,50 $, et tandis qu'à Toronto, le prix est de 146 $. Et à Vancouver, je me suis informée cet après-midi, la passe mensuelle est entre 128 $ et 174 $, dépendant des zones. Donc, oui, c'est coûteux, surtout de façon hebdomadaire, là, mais les passes mensuelles sont un peu plus raisonnables. L'Équipass, pour ceux qui ne sont pas au courant, offre aux résidents vivant en dessous du seuil de faible revenu une réduction de 50 % sur le coût du laissez-passer mensuel régulier pour adultes et pour un prix de 58,25 $. Donc, pour répondre à la question, oui, je m'engagerai absolument à faire des démarches nécessaires afin d'augmenter le financement de la province pour ces fonds opérationnels-là. Mais tel que François a indiqué, avec le nouveau gouvernement, ce n'est pas nécessairement évident. Merci. M. Trépanier, souhaitez-vous ajouter? Oui, c'est certain. 7 $ aller-retour pour aller à Stittsville ou Canada, c'est pas très cher. Il faut considérer aussi que ça prend 2h30 y aller. Alors, 7 $ pour aller au centre-ville, je pense que ça m'a pris comme 15 minutes la semaine passée. J'étais chez mon client beaucoup trop à l'avance, parce qu'en tout cas, le service était bon, mais je trouvais que le prix n'était pas vraiment... correspondait pas vraiment au service que j'ai reçu, en tout cas.
pourrais ajouter à ça, c'est j'ai été à Oslo ce printemps et puis eux, ils avaient une passe pour la semaine. Et puis, c'était vraiment extraordinaire comme prix. Et où est-ce qu'on pouvait aller avec ça? C'était le métro, le tram, les taxis d'eau, c'était les autobus ensemble pour le même prix. Mais regardez les taxes qu'ils payent. C'est ça qu'il faut considérer, c'est que il y a un équilibre là qu'il faut considérer. Merci beaucoup. La prochaine question, on parle de logement abordable et je m'adresse en tout premier à Mme Leith Goodbranson. Nous assistons à une crise de l'itinérance avec plus de 10 000 ménages sur la liste d'attente. Nous avons besoin davantage de logements abordables. Les logements existants nécessitent des réparations et les gens ont besoin d'aide pour demeurer dans leur logement. Allez-vous allouer du financement durable en vue de rendre les loyers abordables ainsi que de préserver et d'augmenter le parc des logements abordables à Ottawa? Et que comptez-vous faire à ce sujet dans votre quartier? Donc, c'est une triste réalité qu'il existe une crise d'itinérance ici à Ottawa. Et c'est inacceptable que la liste d'attente pour les logements abordables est de plus de 10 000 ménages. C'est inacceptable. Au mois d'avril de cette année, le gouvernement provincial a annoncé un nouveau règlement où les municipalités pourront exiger que les logements abordables pour les familles à revenus faibles et modérés soient inclus dans les nouveaux développements domiciliaires afin de créer des communautés à revenus mixtes. La province a collaboré avec les municipalités, des défenseurs du droit au logement et des promoteurs pour élaborer ces règlements. Donc, tout le monde il y a un consensus autour de la table. Le nouveau conseil municipal élu en octobre devra s'attarder immédiatement sur cette question afin de répondre aux besoins urgents de la communauté ottavienne. Avec tous les développements qui se proposent autour des stations de train léger rapide, ceci augmentera de façon importante le parc des logements abordables à Ottawa et je serai très, très fière d'appuyer cette initiative. Merci. Monsieur Trépanier, 90 secondes. Comme Don l'a mentionné, la crise de logement à Ottawa affecte plus de 10 000 ménages présentement. Alors oui, je suis en accord qu'on a besoin de logements abordables à Ottawa, et ce, le plus tôt possible. Il faut abriter les plus vulnérables de notre communauté, les familles avec des jeunes enfants. Comme conseiller, je travaillerai de concert avec les organismes de logement et aussi avec les développeurs de notre quartier. Les études démontrent que les habitations style ghetto ne fonctionnent pas. Les gens avec des moyens réduits ne veulent pas être isolés, ils veulent être inclus et avoir accès à des logements colocalisés avec toute la communauté. Certainement que c'est un défi qui ne se réglera pas le lendemain de l'élection. Ces défis devront être attaqués sur plusieurs fronts, soit le logement subventionné, les logements abordables, l'inclusion dans les nouveaux développements et la rénovation de logements en existence. C'est dans l'innovation qu'Ottawa pourrait régler une fois pour toutes et pour les générations à venir le défi du logement abordable. Merci. Souhaitez-vous ajouter? Oui, je voulais juste revenir sur le point des stations des trains légers où il va y avoir des constructions assez importantes que vous avez peut-être remarqué au centre Gloucester. Il y a déjà un édifice de plusieurs étages qui monte. Il y en aura 5 de ces édifices-là. Donc, imaginez si on avait déjà cette politique en place où on pourrait déjà offrir des appartements ou des logements pour des gens à prix abordable. Alors, ce qui s'en vient d'ici plusieurs années avec le train léger qui s'en vient jusqu'à Orléans, tous les stations auront des centres comme ça. Donc, il faut vraiment, vraiment commencer à miser là-dessus et assurer qu'on ait la politique en place très bientôt. Merci, on pourrait peut-être mettre en place un genre de politique où 120 unités ou plus, on doit absolument avoir un minimum de 5 de logements abordables, quelque chose comme ça. Je pense qu'il faut vraiment forcer les développeurs à inclure. Puis, on peut inclure les personnes âgées là-dedans aussi. On peut avoir un certain pourcentage pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes à faible revenu, les personnes aînées. Si on ne force pas les développeurs, il n'y a pas vraiment d'avantage pour eux de mettre ça en place. Alors, c'est vraiment à nous, je pense, au Conseil, de les forcer à travers des politiques à mettre plus de logements abordables. Merci beaucoup. Maintenant, pour M. Trépanier, on parle de taxes. Bien, ouais. Au cours des 4 dernières années, les taxes municipales ont augmenté d'environ 2 chaque année. De quelle façon entrevoyez-vous les augmentations de taxes
au cours des prochaines années? Les taxes, hein? Fun. 2 d'augmentation, c'est raisonnable. Je crois aussi que les taxes devraient suivre peut-être plus près du taux d'inflation, qui est estimé entre 2,15 et 2,06 entre 2018 et 2022. Je suis prêt à considérer une hausse temporaire de pourcentage modique afin de financer un projet particulier bien établi et qui va bénéficier des résidents. Cependant, Standard & Poor's, considéré comme l'une des 3 grandes agences de notation de crédit en Amérique, donne la cote 2A à la Ville d'Ottawa. Selon eux, le futur d'Ottawa est stable, notre économie est solide et les pratiques de gestion financière de la Ville sont robustes. Selon eux encore, la Ville d'Ottawa a une stratégie à long terme et les gestionnaires développent des budgets annuels avec des cibles et des revenus des dépenses qui sont atteignables. Nos revenus augmentent plus rapidement que nos dépenses et les journaux locaux annonçaient hier qu'on est en voie d'atteindre un surplus de 14,4 millions. Alors, pourquoi jouer avec une formule qui fonctionne, qui est reconnue par les firmes de notation de crédit? Je suis en accord. Alors, si on garde essentiellement le statu quo, on va continuer à prospérer et à régler notre dette. Merci beaucoup. Madame Leithcourt-Branson. Je pense qu'on s'entend là-dessus encore. Constatons au départ que personne n'aime payer les taxes de n'importe quel niveau gouvernemental. Et puis, depuis les 8 dernières années, les conseils municipaux ont fait preuve d'une discipline fiscale assez rigide, tout en gardant la prestation des services abordables. D'après moi, il y a plusieurs enjeux majeurs qui feraient en sorte qu'une petite augmentation serait maintenant peut-être nécessaire, et je ne me ferme pas les yeux à cette possibilité. Donc, par exemple, le coût des services policiers, surtout avec l'arrivée de la nouvelle loi sur le cannabis, la phase 2 du train léger, la réparation des rues et des infrastructures, non seulement dans l'est d'Ottawa, mais partout à travers la ville. Et ça, c'est juste le début de la liste de toutes les dépenses qui s'en viennent. L'important est de commencer par la réduction du gaspillage, et il y a sans doute des efficacités qu'on peut retrouver. Si absolument nécessaire, après avoir étudié le budget de très près, je serais prête à augmenter les taxes, comme François dit, de façon modique. Mais je répète, ça serait seulement si c'est absolument nécessaire. Et puis, c'est ça que j'allais faire le même point, c'est que dans le Citizen aujourd'hui, c'est que la Ville prévoit avoir un surplus de 14,4 millions de dollars. Alors, pour l'instant, c'est un point discutable. Merci. Souhaitez-vous ajouter, M. Trépanier? Oui, l'article avait un petit titre sarcastique là, qui disait « Oh, c'est certain, on est en année d'élection, soudainement, il y a un surplus. » En tout cas, petit clin d'œil. Alors, on est prêt à passer à la prochaine question. Vous l'avez mentionné brièvement il y a quelques secondes, Mme Leithcourt-Branson. Est-ce que vous appuyez la venue des détaillants de cannabis à Ottawa? Êtes-vous en faveur que les commerces se retrouvent dans votre quartier? Oui, tu es en faveur? Ça, c'est une bonne question. Pour être très franche, j'aurais préféré aller de l'avant avec la proposition du gouvernement antérieur, soit la gestion de la distribution du cannabis par les LCBO, qui ont déjà des mesures de contrôle en place pour assurer la qualité du produit et pour empêcher l'accès par les jeunes en bas de 19 ans. Ceci étant dit, on ne peut pas se mettre la tête dans le sable et on doit attendre d'avoir plus de détails du gouvernement provincial. Mais en bout de ligne, on ne sera fort probablement pas en mesure d'éviter que les détaillants de cannabis viennent à Ottawa et ni dans l'est d'Ottawa. Donc, ce qu'on doit éviter de faire, par contre, c'est que les magasins soient tous dans un même quartier. L'important sera d'assurer de les tenir loin des écoles et des parcs où se rassemblent les jeunes. De plus grande importance, on doit vraiment éduquer les enfants à comprendre que le cannabis peut avoir des effets néfastes pour les jeunes dont les cerveaux ne sont pas encore complètement développés. Malheureusement, les ados sont parmi les plus grands consommateurs du cannabis. Donc, aussi, j'aimerais travailler, il faut travailler avec les employeurs pour assurer que les politiques sont en place pour éviter que les accidents de travail soient causés par les facultés affaiblies. Merci beaucoup. Monsieur Trépanier. Oui. Personnellement, je trouve que le gouvernement fédéral a agi trop vite sur ce dossier. Je comprends qu'il aurait voulu décriminaliser le cannabis, puis je pense qu'il aurait peut-être dû faire ça en premier
attendre 1 an ou 2, puis après ça, procéder avec la légalisation. Les corps de police nous le disent, ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas les outils nécessaires pour faire face à ces changements. Il n'y a pas de test prouvé que les policiers pourront utiliser quand ils arrêtent des conducteurs. Et ça m'inquiète. Le CA a fait une étude l'hiver dernier et il y a 500 000 Ontariens qui ont avoué avoir conduit sous l'effet du cannabis. 500 000, ça c'est une étude sur 3 mois. Alors, c'est déjà dans leur mentalité que c'est correct de conduire en état, est-ce que c'est ébriété ou faculté affaiblie? Oui. Ce n'est pas un sujet facile à aborder. Je ne suis pas en faveur qu'on ait de tels commerces dans notre quartier, mais comme tu dis, ça va arriver. D'entrée de jeu, je peux vous dire que je n'ai jamais consommé de cannabis, puis à 55 ans, je serais bien mal pris de commencer. Alors, vous demandez si j'appuie l'avenue des détaillants de cannabis à Ottawa et si je suis en faveur de ces commerces qui se retrouvent dans nos quartiers, eh bien, ma réponse est non. Je crois que l'avenue du cannabis est un fléau, mais je suis assez conscient pour me rendre compte qu'on ne pourra pas l'éviter. Le gouvernement fédéral nous l'impose et on devra s'arranger avec. Souhaitez-vous ajouter? Oui, je voulais juste ajouter à ça que je pense que puisque les revenus iront surtout vers des taxes, iront vers le fédéral et le provincial, il faut assurer qu'on ait les argents qui nous soient remis, parce que c'est les municipalités qui vont être obligées de payer les frais pour ça. Ouais, c'est nous qui va écoper des frais. C'est ça. Certain, ouais. C'est ça. C'est beau. Monsieur Trépanier, ça va? Parfait. C'est à ma... C'est beau. Alors, cette question, cette fois, elle s'adresse à M. Trépanier. Avec l'arrivée du train léger dans l'est d'Ottawa, prévu pour 2023, comment voyez-vous l'adaptation du transport en commun dans les rues de votre quartier? Mais moi, je vois l'arrivée du train léger d'un très bon œil. Je crois que ce sera très positif pour notre région. Il faut voir comment aussi Transport ajustera les routes d'autobus dans notre quartier. Raison de plus pour s'ouvrir aux autobus électriques qui, selon moi, seront très effectifs dans notre quartier. Les études de Toronto est en train de faire présentement. Ils ont acheté 10 autobus électriques de 3 compagnies différentes et puis ils sont en train de faire des essais là-dessus présentement. Et je crois que la Ville d'Ottawa devrait vraiment essayer de capitaliser sur cette étude. Si ça fonctionne pour Toronto, le choix qu'ils vont faire, sensiblement, ça devrait être un bon choix pour nous. Un autobus fabriqué à Winnipeg, de New Flyer, une réserve de 350 km. Alors, un autobus peut faire l'aller-retour Blair-Blackburn à peu près 20 fois par jour sur une seule charge. Alors, selon moi, il y a des avantages à aller de ce côté-là aussi. On doit aussi commencer dès décembre à planifier le train léger pour phase 3, s'assurer que le train léger vient aussi à Orléans-Sud. On sait que la région de l'Est de Navan, au sud d'Ennis, est l'endroit où il n'y a plus de développement. Alors, il faut faire beaucoup, ça fait beaucoup de bon sens, à mon avis, que le train léger desserve aussi cette population. Et puis, tout le terrain est plat, ça serait facile de descendre Blair et puis de suivre les lignes électriques par après pour amener le train léger dans Orléans-Sud. Pour l'instant, on devrait s'assurer que le service d'autobus ait des circuits nord-sud pour transporter les résidents aux arrêts du train léger. On doit aussi, entre-temps, améliorer notre réseau de pistes cyclables afin d'assurer des pistes sécuritaires pour nos cyclistes qui utilisent le vélo comme moyen de transport et pour ceux qui le pratiquent par plaisir, oui, et surtout pour nos tout-petits. Merci beaucoup. À votre tour, Mme Lise Goodbranson. Merci. Au départ, il faut reconnaître qu'on est chanceux de voir l'arrivée du train léger jusqu'à Trim Road d'ici 2022. Ça, c'est extraordinaire. Puis je prends une seconde pour lever le chapeau aux conseillers municipaux du jour qui ont eu la vision et l'audace de pousser le train léger vers l'est de la ville avant même d'aller vers l'ouest pour la première fois. Sachant qu'il y aura peu de stationnement autour des stations de réseau de transport en commun rapide, c'est clair qu'il faut miser sur un réseau efficace à haute fréquence, je répète, à haute fréquence, pour relier les quartiers au train léger. Si les résidents doivent attendre trop longtemps entre chaque autobus ou si le circuit pour se rendre à la station du train léger est trop long, les résidents vont perdre patience et tout simplement prendre leur voiture. Maintenant, avec les nouveaux trains, il y aura un grand nombre d'autobus qui seront libérés et qui pourraient être réalloués dans les quartiers comme les quartiers Ennis
pour desservir l'intérieur de nos communautés. Et puis, j'ajoute qu'il faut, comme François l'a fait, assurer qu'une meilleure connectivité entre le quartier Ennis et les stations de train léger en créant une infrastructure propice pour permettre aux cyclistes et aux piétons d'accéder facilement aux stations et aux parcs aux bus. Par exemple, à Chapel Hill Sud, il va y avoir un parc aux bus, et puis c'est essentiel d'assurer que les cyclistes et les piétons puissent se rendre facilement de Chapel Hill Sud, Trails Edge, Bradley Estates, pour se rendre au parc aux bus, et puis ensuite prendre l'autobus pour aller prendre le train léger. Merci. M. Trépanier, souhaitez-vous ajouter? Oui. L'Est, oui, c'est bien. Trim, c'est bien aussi. Mais le développement domiciliaire, présentement, se fait surtout au sud d'Ennis, au sud du quartier Orléans. Alors, ces gens-là se rendront pas au nord pour prendre le train léger. Alors, si on n'offre pas le service directement où les nouvelles résidences sont bâties, on va certainement perdre beaucoup de clients potentiels, je crois. Pour ajouter à ça, c'est justement pourquoi ils ont mis le parc aux bus là. C'est sur le boulevard Brian Coburn et Navan, parce que justement, c'est d'accès facile pour aller à la sortie Blair, pour aller à la station Blair. Donc, ce n'est pas nécessairement pour aller à celui d'Orléans. Je suis d'accord, mais je suis juste pas convaincu que ça va être ça. On a trouvé la question. Voilà, c'était celle-ci. OK, on avance maintenant. On va parler de circulation. Pour vous, Mme Leith Goodbranson, les résidents se plaignent souvent de la circulation, de la vitesse et du manque d'infrastructures pour les cyclistes et les piétons dans l'est de la ville. Que comptez-vous faire pour améliorer ces enjeux dans votre quartier? Ceci est un enjeu qui revient maintes fois quand je parle aux résidents en faisant du porte-à-porte, à chaque fois. Et ce qui est le plus triste, c'est qu'en général, les coupables de vitesse sont souvent les résidents dans les quartiers résidentiels eux-mêmes ou les parents qui laissent leurs enfants à l'école et qui quittent à toute vitesse pour aller travailler. On voit ça à l'école de Prélude sur Longleaf tout le temps. C'est la même chose. Donc, il y a plusieurs mesures disponibles pour réduire la vitesse, soit les tableaux d'affichage électronique de vitesse qui sont très populaires, les radars photographiques près des écoles, une présence policière plus régulière, mais qui est aussi plus chère, des affiches qui rappellent la présence des enfants. Il y a aussi les dos down, mais d'après moi, les dos down seraient le dernier recours. C'est une option qui est peu aimée par les résidents et qui, d'après moi, est dangereuse pour les véhicules d'urgence comme les pompiers et les ambulances. Donc, pour les cyclistes, je commencerai par faire une évaluation des pistes qui existent déjà dans le quartier Ennis et d'apporter des améliorations nécessaires pour assurer la sécurité. Et puis, nous avons aussi besoin un petit peu plus d'éducation, autant pour les cyclistes que pour les conducteurs de voitures. Si on veut partager la route, c'est essentiel que tous suivent les mêmes règlements. Donc, il y a un projet dans le dossier du transport qui me tient aussi à cœur depuis le temps que j'étais présidente de l'Association communautaire de Chapel Hill Sud, et c'est l'extension du boulevard Brian Coburn, longeant le corridor d'Hydro jusqu'à la rue Renault et ensuite la rue Anderson. À l'heure actuelle, le boulevard Brian Coburn arrête au chemin Navin, qui veut dire soit que les voitures s'ajoutent sur le bypass de Blackburn et ensuite sur Ennis, ou elles doivent passer sur Renault à travers la communauté de Bradley Estates. D'ailleurs, il y a environ 10 000 voitures par jour qui passent dans cette communauté. Alors, ça, c'est inacceptable et je continuerai de travailler d'arrache-pied pour corriger ceci. Merci. Merci. Alors, à vous, M. Trépanier. Oui. Mais pour ce qui est des cyclistes, j'ai l'intention de connecter tous les sentiers cyclistes ensemble dans le quartier pour régler le problème des sentiers qui n'aboutissent pas nulle part. De plus, on devrait s'assurer que ces sentiers sont connectés à ceux des quartiers avoisinants afin d'établir des routes est-ouest, nord-sud. En plus, j'ai l'intention d'instaurer des sentiers protégés pour les cyclistes, tels que sur Ennis, entre Blackburn et Blair, où les cyclistes partagent la route avec des voitures qui roulent à 80 km/h. On sait que la limite n'est pas respectée. Trois voies à 80 km/h, et les cyclistes doivent évoluer là-dedans. On sait qu'un cycliste, les études démontrent, qui se fait frapper à 80 km/h n'a statistiquement aucune chance de s'en sortir. Pour ce qui est de la vitesse dans les rues, c'est le sujet, je suis d'accord avec toi, Donna, qui revient le plus souvent quand on frappe aux portes, peu importe la rue. Je ne crois pas qu'il y ait une seule solution pour régler le problème. Je crois qu'une solution adaptée à chaque rue serait plus efficace.
Il y a plusieurs moyens d'apaisement de la circulation. Certaines d'entre elles sont plus efficaces que d'autres, selon la situation. Souvent, la solution est une combinaison de plus d'une méthode d'apaisement. Certainement, je mets de l'avant l'idée des bandes rugueuses à l'entrée des zones scolaires qui rappelleraient aux conducteurs qui sont en train d'entrer dans une zone scolaire. C'est quelque chose que j'aimerais au moins mettre à l'essai dans le quartier Ennis puis voir si ça fonctionne. Dans tous les cas, le processus à suivre qui démontre le succès inclut les 3 étapes suivantes. Une analyse des ingénieurs de circulation, ensuite un plan bien communiqué aux résidents et finalement des essais temporaires avant qu'on complète l'implémentation des mesures d'apaisement. Merci. Souhaitez-vous ajouter, Madame? Oui, je voulais juste revenir sur le côté financier de tout ce que tu proposes, François. C'est des très bonnes idées, mais il faut assurer de considérer le côté financier encore. Je reviens là-dessus, d'assurer que c'est bien considéré dans ta formule. Toujours. Toujours. Oui. Pour ce qui est des dos down, aux portes, la moitié des gens en veulent, puis l'autre moitié veut qu'on les enlève. On ne pourra jamais satisfaire 100 des gens là-dessus. Pour ce qui est de Brian Coburn, moi, je propose quelque chose qui est un petit peu différent, qui est d'amener Brian Coburn directement à la 417 afin de libérer vraiment la rue Ennis. Les gens qui se rendent à Saint-Laurent industriel ou dans le quartier Ennis, à Blackburn, pourront toujours utiliser Ennis. Et les gens qui seront au sud ou à l'ouest prendront Brian Coburn et s'en iront directement à la 417. C'est environ 6,5 km. C'est relativement plat. Il y a peu de marécage, merci beaucoup. Il y a peu de marécage dans cette section-là. Alors, moi, je crois que c'est quelque chose qui est possible. Merci beaucoup. Il s'agit de convaincre la Commission nationale. Bien, c'est ça. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Puis ça, on le sait. Puis si on travaille sur un projet, puis on sait que ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps. Mais ça prend des habiletés de bons négociateurs, d'être capable de leur faire voir la valeur de ça, et puis d'aller chercher le financement. Et puis, en bout de ligne, là, je pense que tant qu'à régler le problème puis l'amener au bypass, réglons-le une fois pour toutes. Ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais on va le régler pour 50, 70 ans. Oui. Merci beaucoup. 2 dernières questions. Alors, l'avant-dernière s'adresse à vous, M. Trépanier. Croyez-vous que le corps policier est assez nombreux à Ottawa? Seriez-vous prêt à augmenter le budget des policiers de plus de 2 %? Avant de répondre, on ne voit pas dans la salle à cause des... Est-ce qu'il y a des policiers dans la salle? Identifiez-vous, s'il vous plaît. Non, nous avons présentement 1 300 policiers et 600 employés civils au service de police de la Ville d'Ottawa. Est-ce que c'est assez? Je ne pense pas que c'est à moi qu'il faut poser la question. C'est surtout à la Commission des services de police d'Ottawa ou au chef de police, M. Bordelot. Certainement, le Conseil de Ville vient d'approuver récemment d'engager 25 policiers supplémentaires. Ça, c'est 25 sur les 75 que la Commission recommandait. Alors, je crois que la réponse est qu'on devrait probablement engager les 75 dont la Commission nous dit qu'ils ont besoin. Le budget courant du service de police d'Ottawa est de l'ordre de 330 millions. Ça, c'est 10 du budget de la Ville. De leurs 330 millions, il y en a 270 millions. Ça, c'est 82 de leur budget qui est alloué au salaire pour les policiers et les policières, ainsi que les membres civils du service de police. Le Conseil de Ville a approuvé récemment une augmentation de 12 $ par foyer qui apportera 8,5 millions supplémentaires au service de police d'Ottawa. Est-ce qu'ils ont besoin de plus? Si on augmente leur budget de 2 et on ne veut pas augmenter les taxes municipales, on devra réduire le budget d'un autre service à la Ville. Alors, je crois qu'il revient à la Commission des services policiers d'Ottawa et au service de police, son chef, de démontrer au Conseil les bienfaits d'une augmentation de budget et les bénéfices aux résidents. Une fois qu'ils auront fait leur démonstration, le Conseil pourra prendre une décision. Mais il n'est pas prudent, je crois, d'augmenter leur budget de façon aléatoire. Merci beaucoup. Madame Lise Branson. Comme François vient de le dire, la Ville a ajouté 25 nouveaux policiers dans le budget de 2018. Ceci étant dit, nous devons continuellement revoir le nombre de policiers et de premiers intervenants. Nous devons regarder soigneusement les ressources financières et assurer que nos services policiers aient les ressources nécessaires. Le chiffre de 2 cependant, me paraît un chiffre un peu arbitraire et je ne suis pas prête à me prononcer définitivement sur une augmentation de 2 sans avoir étudié le budget actuel.
Il y a cependant plusieurs enjeux à considérer. La population de la ville augmente de façon importante à chaque année. Le taux de crimes violents et le nombre de meurtres et de fusillades augmentent. Aussi, avec l'arrivée de la légalisation du cannabis, les policiers auront besoin d'entraînement et d'autres auront plus de responsabilités pour assurer la sécurité, particulièrement sur les routes, pour arrêter les gens qui conduisent à faculté affaiblie. Il y aura sans doute une période d'adaptation aussi. Aussi, il faut assurer que les policiers sont sur la route et font ce qu'ils sont entraînés de faire. Il semble qu'il y a un peu trop de temps qui est perdu sur des tâches administratives et qui empêche qu'ils soient parmi le monde à faire vraiment ce qu'ils sont supposés de faire. Tu ne te feras pas des amis, toi? Monsieur Trépanier, souhaitez-vous ajouter? Ça l'était. OK. C'est beau. Alors, on passe maintenant à la toute dernière question. Pour Mme Leith Goodbranson, en tout premier temps, si vous êtes élue, quel serait le plus gros changement que vous aimeriez voir à Ottawa et dans votre quartier au cours des 4 prochaines années? Ma première année comme élue, j'aimerais organiser un sommet réunissant tous les partenaires, y compris les 4 conseillers de l'Est d'Ottawa, les résidents, les personnes d'affaires, les écologues, les cyclistes, les urbanistes, bref, tous ceux et celles qui aimeraient établir une vision d'ensemble pour faire prospérer l'Est d'Ottawa de façon durable et responsable, tel que l'a fait la Ville d'Ottawa pour l'ensemble de la Ville avec leur projet d'étude « L'Ottawa de demain après 2036 ». L'arrivée du train léger en 2022 aura un impact très important pour nous tous. Et les 10 prochaines années apporteront des changements majeurs aux 4 quartiers de l'Est d'Ottawa. La porte s'ouvre pour amener un pôle d'emploi de gouvernement fédéral et organiser un noyau de télétravail qui permettra aux employés de travailler à distance en évitant la navette. Donc, c'est cette vision-là qui inclut la réduction de la congestion routière grâce à un effort concerté avec la Commission de la capitale nationale pour accorder le boulevard Brian Coburn au chemin Anderson. Et le tout ensemble, c'est vraiment, je cherche à avoir une vision globale de qu'est-ce que aura l'air Orléans et travailler avec les résidents, avec les commerçants, avec les personnes d'affaires et tout le monde. Visons ensemble pour aller de l'avant avec cette vision-là. Merci beaucoup. Monsieur Trépanier. Pour moi, ce n'est pas compliqué. Le plus gros changement que je veux voir à Ottawa et dans mon quartier est une meilleure planification des développements, de l'infrastructure et l'infrastructure qui soutient ces développements. Si on considère le défi auquel on fait face au sud d'Orléans avec la prolongation du boulevard Brian Coburn, ce problème a été créé il y a environ 10-15 ans quand le Conseil a attribué des permis de développement sans aucune considération pour l'infrastructure, notamment comment on va faire pour sortir tous ces gens-là et faciliter leur transport vers l'ouest et le sud. Alors, vous demandez quel est le changement que je veux voir? Eh bien, c'est une meilleure planification pour les développements futurs. On doit régler les problèmes d'infrastructure auxquels on fait face et en même temps, on doit s'assurer d'arrêter de se causer des problèmes qui seront à régler plus tard. Alors, ce que ça veut dire, c'est que ce que ça veut souvent dire, c'est qu'un élu peut causer un problème présentement, et puis un autre élu aura à gérer ce problème-là 15 à 20 ans plus tard. Alors, on doit cesser immédiatement ce cercle vicieux d'offrir des contrats de développement sans considération pour l'infrastructure et pour les gens qui vont y habiter. Merci. Souhaitez-vous ajouter? Pour ajouter à ça, justement, ces développements-là, des fois, sont gérés en silo. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la rue. Et puis, ça, c'est quelque chose que l'élu doit faire, c'est de regarder l'ensemble du développement pour assurer que tout se développe de façon égale. Puis, arrêtez de juste regarder l'argent des taxes qu'on va recevoir, là. Et le développement... sur Cavan? Il y avait un projet là, de faire un terrain de golf là-dessus, un par 3, qui a été rejeté parce que ça n'apportait pas assez d'argent de revenus de taxes. À un moment donné, il faut considérer le bien-être de tout le monde et puis pas juste l'argent qu'on va recevoir en tant qu'élu. Merci beaucoup. Merci. Voilà, les questions sont terminées. Maintenant, on est rendu au mot de la fin. Alors, on va inverser l'ordre. Cette fois, Mme Leith Goodbranson, vous allez pouvoir débuter avec votre mot de conclusion.
Parfait. J'aimerais encore une fois remercier le MIFO, l'ACFO, le RGA et TV Rogers, ainsi que notre modératrice Catherine Marion, d'avoir organisé ce débat qui nous a permis de mieux se connaître. J'aimerais aussi donner crédit à mon gentil adversaire qui s'est présenté au débat ce soir, M. François Trépanier. Et de plus grande importance, j'aimerais vous remercier, les résidents du quartier Ennis, d'aimer assez notre communauté pour prendre le temps d'être venus ce soir pour nous écouter parler des enjeux qui nous tiennent à cœur. J'ai mis un plan de l'avant, bien réfléchi, après consultation avec vous, les résidents, qui répond aux besoins de notre communauté. Et mon engagement est d'apporter un consensus, de fixer des buts réalisables et de rassembler les partenaires et ressources à cette fin. Dernière note, parmi les candidats, je suis la seule femme francophone. Et à la table de conseil, il y a un manque visible de femmes et de francophones. Donc, j'espère que le 22 octobre ou lors des votes par anticipation, vous voterez pour moi. Mon nom est Donna Leithcourt-Branson. Merci beaucoup. Je vous avise tout de suite, je ne changerai pas de sexe. À votre tour. Merci, Catherine. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous ai écoutés. Vous vivez les grands défis sociaux de nos communautés, que ce soit en petite enfance, au sein de vos familles ou que vous soyez nés. Il est clair que nous devons suivre les dossiers et que les actions doivent être prises sans traîner les pieds. Quant aux aînés, Ottawa fait partie de la ville amie des aînés et je promets d'y dévouer mon temps et mes convictions. La fierté d'être francophone et de faire partie d'un quartier composé à 35 de francophones est un privilège culturel. Je suis un gestionnaire expérimenté en affaires depuis 3 ans. J'ai l'expérience et les connaissances pour être un conseiller municipal des plus efficaces pour notre quartier et pour tout l'Est d'Ottawa. Je m'engage à améliorer l'économie locale et à créer des conditions gagnantes en engageant les entreprises locaux et des entreprises locales et des entreprises d'ailleurs au pays dans notre croissance. Je m'engage à développer l'infrastructure de notre quartier, à bâtir de bonnes relations avec chaque élu, et ce, à tous les paliers, et de travailler de pair avec eux pour favoriser de beaux emplois à Orléans, y compris avec le projet d'agrandissement du MIFO. Ma plateforme est inclusive de tous, francophones, anglophones, enfants et aînés, tout en prenant soin de l'environnement, du transport en commun, de notre sécurité et du développement économique de notre région. Je vous rappelle que ma candidature est la seule qui offre une éducation nécessaire pour adresser avec sérieux les enjeux auxquels le Conseil de ville fera face au cours des 4 prochaines années. Une expérience sans pareille et le premier choix pour vous représenter à l'Hôtel de Ville le 22 octobre. Votez François Trépanier. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, voilà qui termine le débat de ce soir. Nous vous remercions pour votre présence ce soir et pour les maintes questions que vous avez soumises. Je tiens à vous remercier, très chers candidats, d'avoir participé à ce débat et surtout, bonne chance. N'oubliez pas que ce débat ainsi que tous les autres seront aussi disponibles sur le grand web à tvrogers.com. Nous vous rappelons que la date des élections est le 22 octobre prochain, alors n'oubliez surtout pas de passer au vote. Et en soirée, si vous regardez TV Rogers, nous serons en direct avec le déroulement et le dénouement, si vous voulez, de ces élections. Alors, merci encore à vous tous. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée.